Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même YouTube. Je suis toujours Cinetuga et aujourd'hui pour cette toute première épisode de l'an 2025. Bonne année tout le monde. J'accueille dans ce podcast, il me fallait un petit peu quelque chose qui aille en rapport avec les fêtes ou l'après-fête. J'avais un nom en tête qui cache toutes ces cases. C'est le Clap Savoyard. Comment il va ? Salut Sinituga, ça va très bien. Et puis bonne année à tous et à toutes. Merci de me recevoir dans cet épisode de Nouvel An de À travers le projecteur. Je suis franchement et vraiment honoré de cette invitation. Merci beaucoup. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir déjà accepté mon invitation et de te prêter au jeu du podcast, bien sûr. Tu vas passer aux grilles aujourd'hui. Non, je vais passer à la raclette. Ah oui, à la raclette, c'est vrai. Et oui, c'est pour ça que le Clap a été invité, puisqu'on va faire beaucoup d'allusions à la raclette, à la fondue, et oui, plein de nourriture que vous avez dû manger pendant les fêtes. En tout cas, moi, c'est sûr, j'en ai beaucoup consommé, même peut-être un peu trop, ce que mon ventre n'a pas trop aimé de temps en temps. Mais bon, en tout cas, c'est l'après-fête, etc. Donc, c'est le moment de digérer tout ce qu'on a pris. Je pense que toi aussi, les kilos de fondue, les kilos de raclette, ça a dû bien y aller. Hein. Ah, ça y est, c'est inimaginable. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de description. Chaque année, c'est la même guerre. Chaque année, c'est le même mot d'ordre. Se faire péter le bide. Mon appartement ressemble plus à une fromagerie qu'à un appartement de jeunes fans de cinéma ou de ce que tu veux, de jeunes travailleurs. Ça ressemble à une fromagerie. Je pense que je vais changer de métier et je vais plus devenir aide-soignant. Je vais devenir fromager ou je vais travailler dans les stations et je vais faire de la raclette à l'année. Ça va être sympa, je pense. Voilà, tu respectes un petit peu les Savoyards qui nous écoutent, on espère. Hein, voilà, tu respectes la forte tradition, bien sûr, du fromage. Voilà, suivez bien son compte Instagram, bien sûr. Le Clap Fromager Savoyard. N'oubliez jamais ça. Voilà, en 2025, il nous fera goûter tous les bons fromages de Savoie. Trêve de plaisanterie. Bon, aujourd'hui, on va quand même parler de ton film préféré. Mais avant ça, quand même, présente-toi en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Je m'appelle Hugo, à l'heure de cette nouvelle année, je rentre dans l'année de mes 26 ans, donc j'ai 25 ans actuellement. J'habite à Chambéry, donc en Savoie, on l'a répété, le pays du fromage, le pays des stations de ski, le pays où il fait bon vivre. Je suis aide-soignant aux urgences de nuit, à côté de cette passion pour le cinéma qui existe depuis tout petit, mais qui s'est lancée sur Instagram il y a un an, ça y est, parce que moi j'ai lancé mon compte en janvier 2024, donc on fête au passage aussi l'anniversaire de mon compte, la première année. Donc bon anniversaire au compte du Clap Savoyard. Et oui, un an déjà. Merci. Ça passe vite. Hein. Moi aussi, j'ai eu ce passage-là. Moi, c'était 4 mois plus tôt. C'était en septembre. Ça fait quand même bizarre de se dire, voilà, ça fait déjà un an qu'on fait du contenu. Moi, j'avais l'impression que c'était depuis que hier que j'ai commencé. Est-ce que toi, t'as ressenti ça aussi ? Complètement. Moi, j'ai l'impression que j'ai encore rien fait et que j'ai tout à apprendre et tout à présenter, tout à faire découvrir aux gens, tout à faire découvrir mon univers. Et effectivement, je pense qu'une passion commence toujours par une œuvre ou quelque chose qui nous a marqué et je suis là pour en parler. Et voilà, et tu fais très bien la transition parce que quelle est donc cette œuvre qui t'a marqué, qui t'a transcendé et qui en fait aujourd'hui ton film préféré ? C'est Ciao Pantin de Claude Berry qui est sorti en 1983 avec Coluche, son personnage principal, Richard Anconina et Agnès Soral sur une musique de Charlie Couture. Oh bravo, il fait tout mon job à la place, c'est fantastique. Donc oui, voilà, il t'a très très bien résumé ça. Ciao Pantin, rien sûr, réalisé par Claude Berry, sorti bien sûr en 83, voilà, je radote un peu, et nous raconte l'histoire de Lambert. Donc il est pompiste de nuit, et bien sûr joué par Coluche, et qui a le regard complètement fatigué et l'œil complètement rougi par l'alcool. Il traîne sa solitude dans ce garage parisien, et un jour il fait donc la rencontre d'un certain Bensoussan, donc jeune dealer qui fuit la police et se réfugie donc dans cette station, dans ce garage-là. Et ces deux personnages-là vont devenir amis. Et quand tout à coup, un événement va se produire et va bouleverser le film, mais aussi le cours de leur vie. Donc voilà, c'est un peu le résumé que je vais vous donner du film Ciao Pantin. Un film quand même que... Avant de te poser les questions qui fâchent, les questions trépidantes bien sûr du podcast,
c'est un film qui est parfait pour le mood après fête. Hein. Vous savez, après les fêtes, on a généralement un certain blues, un certain mood beaucoup plus négatif, plus démoralisant, on va dire. Et Ciao Pantin, un petit peu ce mood-là, malheureusement, assez terne. Hein, mais bon, je vais pas trop en rentrer dans les détails. Donc, c'est aussi un film qui rentre assez bien dans le thème, dans la thématique de cette nouvelle année. Oui, hein, c'est les fins des fêtes. Et des fois, les personnes peuvent être un peu plus ronchonnes, comme notre cher Coluche dans le film Ciao Pantin, hein, t'es bien d'accord là-dessus? Ah bah là, Coluche qui nous habitue à nous faire rire, qui a habitué les gens à l'époque, parce que toi et moi, on l'a pas connu. Non, 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 non. C'est un grand regret de ne pas avoir pu vivre à son époque. Bah, il était habitué à faire rire les gens et à marquer le coup de cette manière-là. Et là, il est complètement métamorphosé. Moi, il m'a happé. Voilà, il m'a happé dans sa manière en fait de faire pleurer en fait. Eh oui. Tout simplement de faire pleurer et ça à chaque visionnage. On va en parler plus en longueur de pourquoi Coluche a un peu perdu son sourire au travers du podcast. Mais là, la question que je veux te poser, celle que je pose toujours, hein, la première et unique question que je pose à chaque fois, c'est pourquoi ce film est ton film préféré? Bah, tu vois, Touga, c'est très simple. Le cinéma, il a cette capacité unique de capturer des fragments de vie, d'éclairer des âmes brisées et parfois d'offrir un miroir dans lequel on se reconnaît et qu'on peut contempler avec fascination ou pas. Et moi, Chao Pantin, ben, c'est bien plus qu'un simple film, c'est vraiment l'œuvre qui a bouleversé mon regard sur la vie, sur ce que je connaissais de la vie, sur l'art et tout simplement sur le cinéma. Il fait partie de ces films qu'on peut découvrir par hasard, ça a été mon cas, et qui m'ont marqué. Et ça a marqué un avant et un après. Et je pense que plein de gens ont ça, ces films qu'on peut découvrir au détour d'une soirée, en tombant sur la lumière crue d'une scène diffusée à la télévision. Et bah, Chao Pantin, il regroupe tout ça. Moi, dès que j'ai vu les premières images de Chao Pantin, il y a vraiment eu un élément déclencheur immédiat. Et je parlais de Coluche, qui est un Coluche métamorphosé, qui m'a happé. Et ben, cet homme taciturne, brisé par son passé, m'a profondément bouleversé. Et du coup, ben, ça résonne tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Si on devait me dire le seul film que j'embarquerais sur une île déserte et que je serais obligé de regarder tout le temps, bah ça serait peut-être triste, mais ça serait celui-là. Il y aurait celui-là et il n'y aurait pas un autre. C'est assez marquant comment tu approches un peu ce film-là, où tu me dis directement, voilà, ce film t'a marqué, il y a eu un avant et un après Ciao Pantin. Moi, la question laquelle je veux te poser, c'est est-ce que ce film, comment il fait pour te toucher à ce point-là? Est-ce que c'est parce que tu avais une situation personnelle qui était à peu près dans la même situation que Coluche dans le film Ciao Pantin? Ou est-ce que c'est juste sa prestation qui t'a complètement marqué en fait? Bah en fait, c'est particulier parce que son interprétation, elle a joué un grand rôle. Moi, c'est Coluche a toujours été un personnage que j'ai étudié, que j'ai vraiment voulu tout apprendre de lui, même jusqu'à ses parts sombres. On en reviendra peut-être aussi. Ah ça, on va y Et, revenir de ces personnes. Bon, oui, en effet. Et à la maison, j'ai des bouquins de lui, j'ai des compilations de tous ses sketchs, et même si j'ai pas vécu et que j'ai pas connu l'époque de qu'il raconte, il me fait rire. Il me faisait rire, et là il me fait pleurer. Et non, alors j'ai pas vécu des situations similaires, mais par contre, tu vois, avec mon métier d'aide-soignant aux urgences, de voir des gens dans des situations très difficiles, très compliquées, d'addiction, ce genre de choses, en tout cas des gens qui ont une vie sombre, et donc on en connaît que la surface, même quand ils arrivent à l'hôpital. Et ben, c'est ce genre de personnalité, moi, qui me marque. C'est-à-dire que là, Coluche, il est l'exemple même de cet homme qui s'oublie totalement et qui va prendre sous son aile quelqu'un pour l'aider. Et moi, je suis un peu comme ça. Je m'oublie souvent pour aider les autres. Et moi, Coluche, pour moi, il représente exactement cette façon que je dicte ma vie, en fait, de toujours faire tout pour les autres, au point de s'oublier. Et ça apporte aussi une certaine satisfaction. Moi, je me sentirais mal si je pouvais pas aider les autres. Alors, c'est pas un truc vital, mais c'est quelque chose qui, C'est voilà, quelque chose qui te fait du bien en fait en faisant ça. C'est quelque chose qui fait du bien et puis quelque chose que j'estime être normal en fait, voilà. Et Coluche dedans, et avec son passé qu'il a en tant que personnage de Lambert, le passé du personnage de Lambert, au final il n'hésite pas d'une seule seconde à aider Ben Soussan, et c'est ce que je fais moi aussi. J'hésite pas à aider mon prochain, et voilà. C'est une approche que je te rejoins complètement là-dessus. J'ai aussi un peu cette mentalité-là d'offrir du bonheur aux autres, peut-être même au détriment d'en recevoir. Ce qui peut, pour certaines personnes, peut être un peu fatal. Ça, on va y revenir avec ce fameux phénomène du clown triste. Mais ça, c'est un grand pan que je veux aborder plus tard, et Coluche en fait
extrêmement partie de ce phénomène-là. Et c'est clair que on peut pas rester insensible face à ce film. Et notamment toi, parce que vu que tu travailles dans le milieu médical, je pense que ce film a dû vraiment encore plus te marquer du fait des problèmes qu'ont pu avoir les gens que tu as pu peut-être côtoyer au fur et à mesure. Et Ciao Pantin, c'est peut-être ce film-là qui catalyse le plus en fait tout ça. Bah, alors oui, et puis surtout, on parlait du cinéma et que le cinéma est souvent considéré comme un divertissement. Et pour moi, Ciao Pantin a été une forme d'arme capable de toucher les cœurs et de changer ma perception. Et du coup, de montrer que le cinéma n'est pas qu'un divertissement, le cinéma est porteur de messages importants. Il est là pour créer des émotions et il n'est pas là pour simplement divertir. Voilà. Pour, Et Ciao Pantin, moi, m'a jamais en aucun cas diverti. Et c'est tout le contraire, pour toi, il m'a- le film est absolument pas divertissant, il est porteur d'un message exactement. qui est pur et limpide. C'est bien pour ça qu'il m'a pas du tout diverti et que bien au contraire, il m'a juste fait, il m'a fait prendre un envol incroyable. Quand j'étais gamin, c'était Toy Story que j'ai regardé en boucle et après c'était le Show Pantin quoi. Donc je suis passé d'un truc d'enfant à un truc vraiment d'adulte. C'est un peu ce film-là qui t'a fait un peu élever en maturité, qui t'a fait prendre conscience peut-être aussi de changements de mentalité que tu pouvais avoir dans ta vie, etc. Donc c'est un peu un film pivot en quelque sorte, qui t'a fait passer de l'enfance à l'adulte en quelque sorte. Exactement, et puis c'est un film pivot et c'est un film qui est un film, un vieux film français. Je veux dire, non, alors vieux, vieux, tout est relatif, mais 83, c'est pas un cinéma de mon époque. Et moi, je suis très passionné par le cinéma français de l'époque de Louis de Funès jusqu'à Belmondo, Coluche, tous ces Patrick Devers, tous ces acteurs, voilà. Et Ciao Pantin, moi, je passe des meilleurs moments souvent à regarder un vieux film que de regarder un film récent. Qu'est-ce qui fait que justement tu apprécies mieux ces films plus anciens que récents? Est-ce que c'est les messages qu'ils apportent? Est-ce que c'est plus réel dans ce sens-là? C'est plus sincère. C'est plus Oui. sincère. Déjà, il y a moins de moyens, donc on fait avec ce qu'on a. C'était grand public. C'était la France qu'on aimait, la France que beaucoup de gens idéalisaient peut-être aussi à l'époque. Et puis, c'est l'histoire. C'est l'histoire du cinéma. Le cinéma n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des films, d'anciens films avant. Mais ça, comme toute chose, hein. C'est applicable à tout. Moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas oublier et qui veut découvrir ce qu'il y a pu avoir avant. Tout en appréciant ce qui se passe maintenant, évidemment. Oui, bien sûr, mais après, il faut pas non plus, et tu le fais très bien, de laisser passer ces vieux films-là, puisque ces vieux films-là peuvent aider justement à nous prendre conscience de pas mal de choses qui se passent aujourd'hui, en fait. Puisque c'est juste l'histoire, en quelque sorte. Il y a pas mal de films qui le montrent, nous montraient bien avant notre époque actuelle, des choses qui vont se produire ou qui se produisent à l'heure actuelle, hein, des inégalités, des problèmes sociétaux, personnels. Donc, c'est vrai que ce sont des films qui sont assez, comme tu le dis, plus authentiques, plus sincères dans la façon de faire, puisqu'on est, il y a beaucoup moins de moyens. Et c'est clair que Ciao Pantin en fait partie. Il met un peu à nu tout ce qu'on a vu du cinéma, parce que c'est quand même un Paris extrêmement morose, mais peut-être l'un des plus réalistes en quelque sorte du Paris de l'époque. Parce qu'on a l'habitude au cinéma de voir Paris idéalisé un petit peu dans sa façon d'être filmé. Et Ciao Pantin est peut-être le seul, ou l'un des seuls, en tout cas c'est le seul en tout cas que j'ai vu, qui représente Paris des années 80 de manière extrêmement réaliste, presque un peu comme une sorte de docu-fiction en quelque sorte, parce qu'on a l'impression de voir en fait Paris de tous les jours, avec ces quartiers qui peuvent être un peu malpropres, un peu sales, etc. C'est pas tout propre, tout clair, il y a vraiment cet aspect-là où on sent que c'est vivant. Exactement, et justement tu m'enlèves un peu les mots de la bouche parce que effectivement le Paris de Ciao Pantin, il n'est pas du tout celui des cartes postales que on pouvait voir, que les gens pouvaient voir en province ou à l'étranger. C'est un Paris sombre, un Paris froid où les néons des stations-service illuminent des visages fatigués, où on peut y croiser des marginaux, des hommes perdus comme Ben Saussan, interprété par un grand Richard Anconina qui aura été révélation au César cette année-là, qui est un jeune dealer que Lambert, interprété par Coluche, qui lui remportera le César du meilleur acteur, le seul, l'unique de sa carrière, prend son aile Ben Saussan, et ce Paris-là, il a 1000 lieues des clichés. Mais il est réel, il est tangible. Et c'est cette vision crue et authentique de la société qui a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que le Paris que même les Asiatiques, par exemple, parce que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, ils croient que Paris c'est tout beau, c'est magique, mais non, Paris est déjà, même à l'heure actuelle,
et la réalité n'est pas ce qu'on voit souvent dans les films. Et là, c'est pas stylisé du tout. C'est montré Mhm. d'une manière brute, de la manière la plus simple et la plus réelle qui existe. Et le cinéma, il sert à ça, pour exploser les marges, donner une voix à ceux que l'on ignore. Et c'est le cas dans ce film-là, avec les errances de Lambert et de Bensoussan, où ça raconte la solitude, l'amitié et la quête d'un sens dans un monde qui laisse souvent ces personnes-là indifférents, dans un monde souvent indifférent à ces personnes-là. Et c'est ce que je vois moi à l'hôpital, c'est ce qui fait lien, les personnes marginalisées, les personnes qui sont dans le besoin vrai, le grand besoin, celles qui vivent dans la rue, qui sont dans des détresses énormes. La société les rejette et même à l'hôpital, malheureusement, on a tendance à pas s'occuper forcément d'eux. Et ben, ce film, c'est une claque. Juste pour ça, au niveau de ma conception des Il choses, ça a été expose une un peu claque. des choses qui sont un peu inavouées en quelque sorte. Il expose ces choses qui sont un peu inavouées, inavouables, que plein d'autres films laissent un peu cachées sous la table. Exactement. Puis on a un Claude Berry moi, grâce à ça, j'ai découvert vraiment l'importance d'un réalisateur dans la création d'un film. Claude Berry, si ça aurait été un autre réalisateur, ça aurait été, je pense, bien différent. Il a vraiment son regard attentif, cette capacité à capter l'essence de ses personnages et cette vision qu'il a apportée. Ben, on disait le Paris réel. Il a vraiment tourné dans des décors réels, avec un usage des plans serrés sur des visages marqués, ou encore la manière de faire cohabiter une bande son mélancolique avec des silences pesants. Et justement, tout est fait pour rentrer en immersion. Est-ce que justement, Claude Berry, tu le considères un peu comme l'un de tes réalisateurs préférés, justement, grâce à Ciao Pantin, ou même avec ses autres œuvres, justement, qui représentent cet aspect assez brut de la vie? Claude Berry, alors, bah, si je vais être franc, j'en ai pas regardé énormément de films de Claude Berry. Alors, j'en ai regardé pas mal. Mais à partir du moment où mon film préféré, est de loin, est réalisé par lui, bah forcément, tu vois, il a réalisé Germinal. J'y repense, Oui. Germinal, j'avais adoré à l'époque. Il y a Jean de Florette aussi qui l'a réalisé. Jean de Florette, oui, Le ma- effectivement. Un autre film avec Coluche, Le Maître d'école. Oui, il a fait Didier, il a fait Les Trois Mm. Frères, bah, il a Specteur la bavure, qui est avec Coluche, Ouais. effectivement. Il a fait Une femme de ménage avec Jean-Pierre Bacry aussi. Oui, la femme de mon pote avec Thierry Lhermitte et Coluche, toujours, Mhm. Isabelle Huppert. Donc, oui, il a fait pour moi des classiques. Il a fait Astérix et Obélix contre César et il a fait Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, si je ne me trompe pas. Je veux pas te dire de bêtises. Non, je crois Non, pas, c'est non. Alain Chabat, Non, mais c'est Alain. non, c'était Non. Alain Chabat, mais il était scénariste dessus. Mm. Voilà. Et mais voilà, tout ça pour dire que oui, il rentre dans ma filmographie totalement. Mhm. Même si je n'ai pas regardé énormément de films avec lui. Tu apprécies quand même sa façon de réaliser, en fait. Pour toi, Sa patte, comme on ouais, dit. sa patte-là, tu l'apprécies parce que c'est ce genre de patte-là qui te fait aimer les films. En tout cas, les films de l'époque, c'est ce genre de réalisateur, oui, Mm. qui m'emporte, quoi. D'accord. Alors moi je veux revenir sur un point, c'est sur Coluche. Moi ce que je veux savoir, est-ce que ce film t'a tellement marqué par la prestation de Coluche, du fait que déjà, est-ce que Coluche tu le considères comme le plus grand comédien que t'aies pu observer? Bah, franchement, tu vois, oui. Après, je le comparerai pas à Louis de Funès, mais Louis de Funès fait partie aussi des plus grands comédiens Mhm. en tout cas, de mes plus grands comédiens. Coluche, oui. Parce que c'est un humour sans filtre, ça mêle autodérision, sarcasme et satire sociale. Et ça fait mouche auprès de moi, ça a fait mouche, je pense, auprès de son public pendant des années. Il a ce style qui est inimitable, il a un franc-parler. En fait, il est exactement ce que je recherche quand je regarde un humoriste. Je veux un humoriste qui va même s'auto-clasher lui-même, qui va avoir un humour grinçant et qui n'a pas peur d'aborder des sujets sensibles. Du coup, est-ce que ça a pas décuplé aussi le fait de le voir dans ce genre de rôle-là, dans cette personne qui est absolument pas expressive, qui est même assez renfermée, ne veut pas se dévoiler et qui est d'une sensibilité absolue? Est-ce que ça a décuplé aussi ces émotions-là? Bah, tu vois, complètement, parce qu'il a marqué le cinéma en français avec sa patte lui aussi, parce qu'il a quand même une carrière éclectique. Il a un talent qui était polyvalent, donc il pouvait presque tout faire. La preuve, avec Ciao Pantin. Moi, Ciao Pantin, c'est pas le premier film que j'ai vu avec lui. Et justement, c'est là où il y a eu ce passage derrière une certaine forme de porte qu'on pourrait visualiser. Il y a l'avant et l'après de Ciao Pantin, comme tu l'as dit. Et à l'avant de Ciao Pantin, il y avait aussi mon avant Coluche. Et mon avant Coluche, c'était tous ces sketchs, c'est l'histoire d'un mec, c'est les sketchs des papes, c'est les sketchs à la télévision, c'est le schmilblick, et c'est aussi ces films où c'est l'aile ou la cuisse, Inspecteur la bavure, maître d'école.
tous ces films-là, ou Banzai, par exemple, aussi, Mhm. Inspecteur la bavure, etc., que d'ailleurs, je crois que je viens de le dire, Inspecteur la bavure. Oui, oui, tu l'as. Et je me répète parce que j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Et ben, effectivement, il y a eu ce Coluche qui m'a fait rire, et après il y a eu ce Coluche qui m'a fait pleurer. Et à partir de ce moment-là, il avait déjà une part importante dans ma culture et dans mon approche de l'humour, de mon approche du cinéma, parce que j'ai appris aussi le cinéma avec lui. Et le Chao Pantin, ça a été le renversement total. Parce que je parle de Coluche parce qu'on a mis 2-3 petits indices au début du podcast, mais moi je veux parler quand même un peu plus de la vie de Coluche, parce que Ouais. on sent que ce film-là, bien sûr, est venu dans un contexte terrible pour Coluche. Il a surmonté 2 années de merde, hein, on peut vraiment le dire, hein. Pour reprendre un peu le franc-parler de Coluche, il a vraiment eu 2 années de merde entre l'addiction, le problème de dépression qu'il a eu, les menaces d'honneur qu'il a eu après sa candidature à la présidentielle en 81, c'est qu'il a complètement détruit aussi en quelque sorte, avec toute la pression qu'il a eue de la part des médias, etc., du public aussi en même temps, et de voir ce Coluche-là arriver 2 ans après, complètement métamorphosé, pardon, presque même pas presque, mais complètement dépressif, et qui nous met complètement à nu. En fait, là, moi, ce que je me dis en réalité, c'est que Coluche ne joue pas. Moi, le Coluche acteur, pour moi, sera toujours ce Coluche extrêmement heureux, qui fait des blagues sans filtre, etc., dans les films plus comiques. Alors que ce Coluche-là, c'est juste le Coluche de la vraie vie, complètement usé par tout ce qu'il a eu. Et le fait qu'il nous le montre comme ça directement dans le film, ça crée une empathie énorme avec le public, je pense, et qui nous fait prendre conscience que tellement le fait qu'il nous a donné du bonheur avec ses sketchs, avec ses blagues, avec les films qu'il a fait, au final, il ne reçoit rien, et même pire, on lui enlève tout. Ça peut détruire un homme, et ça le prouve avec ce film-là, Ciao Pantin, et c'est pas le seul acteur comique qui passe du côté dramatique et que ça marche. Parce que, et comme je l'ai dit au début, c'est un peu un phénomène qui existe réellement, c'est le phénomène du clown triste, où tellement en fait on donne aux gens par le rire, etc., en fait qu'on essaie de combler un manque personnel du fait d'une jeunesse qui aurait pu être un peu difficile, etc., et qu'on essaie de la combler par le rire, par essayer de faire rire les autres, de donner du bonheur aux autres, mais qui malheureusement, des fois se passer, ou même des événements dramatiques, peut faire ressurgir ce côté sombre et peut le décupler, et pas mal d'acteurs sont, même s'ils font extrêmement rire, malheureusement peuvent être aussi extrêmement malheureux dans la vie réelle. Et ce côté-là, on le voit très peu chez les comédiens, à part justement dans les films qui nous le montrent. Pas mal d'acteurs, quand on les voit dans les films dramatiques, on fait mais ils sont exceptionnels dans les films dramatiques, mais pour eux, ils ne changent pas leur manière d'agir en fait, c'est juste eux en fait. Et il y avait une phrase qui est symptomatique de ce que je dis, c'est que Coluche, quand il a reçu le fameux César du meilleur acteur, il disait que c'était complètement des conneries de lui avoir donné, puisqu'en fait il ne jouait pas dans ce film, et Complètement. qu'on lui a donné parce qu'il était juste dépressif, ce qui est symptomatique de ces acteurs-là, de ces acteurs comiques qui ne sont jamais récompensés par leur vrai travail qui est de faire rire, mais qui sont récompensés quand ils sont juste au plus mal en fait, quand ils sont le plus malheureux. Et Coluche en fait partie, à tort, enfin pas à tort, mais malheureusement, il en fait partie de cette catégorie, et qui a créé justement cette catégorie qu'on appelle maintenant faire son Ciao Pantin. Exactement, et puis Coluche disait qu'il faut se méfier des comiques parce que quelquefois ils disent des choses pour plaisanter. Et Coluche était quelquefois qu'il était là pour plaisanter, ça a toujours été ça a toujours été une personne qui dit les choses plutôt sérieusement, sous le ton de la plaisanterie, mais le fond était quand même très sérieux. Et il faut dire qu'à la base, il ne voulait pas incarner le rôle de Lambert, hein. Il n'avait pas envie d'un rôle aussi noir en cette période de sa vie, il voulait s'en sortir. Comme tu disais, il était vraiment plus profond. Bon, sa femme là, et ses enfants, ils sont partis. Il avait offert un fusil de chasse à Patrick Devers, et Patrick Devers se l'est retourné contre lui-même pour mettre fin à ses jours. Donc il a toujours dit qu'il avait pour lui la mort de Patrick Devers sous la conscience, mais il a fini par accepter, lui, le clown préféré des Français, ce clown triste, qu'on voit triste, mais qui pour les Français paraissait être un clown tout simplement. Et ben, c'est le rôle le plus marquant de sa carrière, et comme tu dis, ce n'est pas un rôle. Enfin, c'est considéré comme un rôle parce qu'il joue, mais c'est pas un rôle, c'est lui. En fait, c'est Coluche, c'est Michel Colucci, c'est même pas Coluche, c'est Michel Colucci. Et puis sans sa présence, le film n'aurait pas eu la même saveur, tu vois, c'est vraiment l'histoire d'un mec.
Là, pour le coup, lui, toute sa vie, a joué sur sketch en disant c'est l'histoire d'un mec, il joue le plaisantin, il joue l'alcoolique sur scène, le clown alcoolique. Mais là, c'est vraiment son histoire. C'est l'histoire d'un mec où il incarne un symbole de justice dans sa vie de tous les jours. Son arme, c'est l'humour, parce que c'est uniquement son arme. Et il l'utilise pour pointer du doigt les problèmes sociaux et politiques. Il l'utilise aussi pour, au final, extérioriser sa vie à lui. Donc, grâce à ça, il a soutenu des causes humanitaires, il a créé les Restos du Cœur, voilà, pour venir en aide aux personnes défavorisées. Mais il a sa part d'ombre, comme tout le monde. Coluche est un homme comme beaucoup d'hommes à l'époque, beaucoup de femmes, beaucoup de personnalités, à avoir fait des choses bien et avoir sa part de sombre et d'avoir ce côté où justement il a voulu s'en sortir et il aurait voulu qu'on ne le récompense pas pour une période où il n'était pas bon, il était mauvais pour lui-même, mauvais pour son entourage. Et au final, ça a fait un grand rôle. C'est un film qui, 40 ans plus tard, exerce une influence majeure sur le paysage cinématique français. Comme tu dis, tout le monde fait son Chao Pantin. Cette expression, ben, il n'y aurait pas eu Coluche qui le faisait, il n'y aurait jamais eu de Chao Pantin il n'y aurait jamais eu d'autres acteurs, actrices qui auraient fait leur Chao Pantin. Et oui, il a tellement influencé une génération d'acteurs par la suite qui voulaient partir dans le drame, hein, avec plus ou moins de succès. Certains ont même pris des virages à 180 degrés qui sont devenus que dans le drame, mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Puisque la problématique numéro 1, c'est que ces personnes-là, ces comiques-là n'ont pas ressenti ce que Coluche a pu avoir en fait dans sa propre vie. Et en fait, le seul moyen, en quelque sorte, de bien jouer l'homme dépressif, c'est d'être dépressif dans Ciao Pantin. Et quand des acteurs essayent d'être dans le drame parce que ça pourrait faire du bien à leur carrière, ça n'a pas la même saveur puisque on peut pas faire l'acteur d'un mec dépressif quand on est vraiment, en fait. C'est ça aussi. Ça rejoint le fait que c'est extrêmement réel, Ciao Pantin. C'est pas un film qui, comme tu l'as dit, va nous divertir. C'est un gros point du film. C'est pas un film qui va vous divertir. Alors si, peut-être, sur alerte spoiler un petit peu, je mets l'encart, mais sur cet aspect de vengeance qu'il aura dans la deuxième moitié du film, on peut essayer de trouver du divertissement là où il en est, mais c'est même pas du divertissement qui fait plaisir en quelque sorte. On est mal à l'aise, on est complètement détruit un peu par cette quête là de vengeance par Coluche, et qui justement on comprendra bien plus tard à la toute fin du film pour quelles raisons il faisait ça, et c'est déchirant. C'est déchirant, et puis on parle de Coluche, mais Ciao Pantin, c'est un ensemble d'un casting. Coluche est à part, parce que Coluche, pour moi, vu que je suis de ton avis, je ne fais pas passer un casting à un homme qui va jouer entre guillemets sa propre situation actuelle. Mais c'est porté quand même par des acteurs comme Richard Anconina qu'on découvre et qui, pour moi, est un très très bon acteur dedans. Je l'ai presque pas du tout aimé après dans ses autres films. J'ai eu du mal. Mais dans ce film, il est incroyable. Il y a Agnès Soral, qui est magnétique, avec un Philippe Léotard aussi incroyable. Et Ciao Pantin, voilà, il se contente pas d'être un simple drame psychologique. Non, ça dépend vraiment. On est sur un drame psychologique, mais qui marque profondément, et par sa brutalité réelle, en fait. Oui. Il dépeint une lucidité, avec lucidité, les maux de la société, en fait, de cette époque-là, des années 80, avec la précarité, on en parlait, la violence urbaine et la désillusion. Et Lambert, Coluche, c'est vraiment ce symbole de laisser pour compte. C'est en fait le réalisateur Claude Berry, il a livré avec ça une critique sociale acerbée qui met en lumière les fractures et les injustices de cette époque-là. C'est vraiment juste de ce que tu dis, et en plus, le pire dans l'histoire, c'est que tu as pu voir un peu ces critiques sociétaux dans ta propre réalité, dans le fait que voilà, tu travailles dans le milieu médical, comme tu l'as dit, et tu as pu comprendre en fait ces injustices-là qu'il peut y avoir dans notre société actuelle, et que ces messages-là marchent encore aujourd'hui, même peut-être encore un peu plus fort qu'à l'époque. Ah bah, en fait, je pense que les choses sont faites pour se répéter, hein, ou certaines choses sont faites pour jamais finir. La précarité, malheureusement, j'ai peur qu'il y en aura toujours, et ces films-là sont là pour le dénoncer, au final. Comme on dit, hein, l'histoire se répète, mais on n'aimerait pas qu'elle se répète, l'histoire. On n'aimerait pas qu'elle se répète. On n'aimerait pas, et justement, Ciao Pantin essayait de nous faire comprendre ça. Et je pense que c'est un des rares films français qui essaye de nous faire comprendre de cette matière-là, de manière extrêmement brute. Toutes ces inégalités qu'il y a, malheureusement, hein, et que elles sont encore présentes aujourd'hui. Et puis tu vois,
Ce film m'a permis aussi de pousser plus loin mon exploration d'autres œuvres du cinéma français que je connaissais pas. Ça m'a ouvert sur le fait de chercher des récits authentiques et intenses. Et du coup, après, j'ai exploré un peu les œuvres de Marcel Carné, de Bertrand Blier ou de Jacques Audiard, par exemple. Des réalisateurs que je ne regardais pas avant et que je me suis mis à regarder. Et qu'est-ce que t'en avais pensé de ces films-là, de ces réalisateurs-là? Est-ce que ça t'a conforté dans cette idée-là? Ah bah complètement, Jacques Audiard est un grand réalisateur. J'ai rien à dire. Hein. Après, Jacques Audiard, qui dernièrement avec Emilia Pérez m'a transporté. Hein. Son film Un prophète, c'est pareil, Les Olympiades, les Frères Sisters, ce qui n'a rien à voir, mais voilà, c'est des choses authentiques. De battre mon cœur s'est arrêté, Sur mes lèvres, Regarder les hommes tomber, tous ces films sont poignants en fait. Tout très poignant. Et puis Bardot, Confession d'un Barjot à l'époque, avec Richard Boringer, le professionnel où il n'est pas réalisateur mais il y a participé. Donc le professionnel, je voulais en faire rien. C'est un film de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo. C'est mon deuxième film. C'est ma deuxième Madeleine de Proust. Ça figure dans mon top 4 et ces films-là qui sont sortis à peu près à la même époque. Hein. Professionnel, c'est en 81 Ouais, c'est sorti 1 ou 2 ans avant, oui. et voilà, on est face à quelque chose d'impressionnant, tout simplement. Plus je t'écoute et plus je comprends en fait un peu ta vision un peu des films, où toi, ce que tu cherches, c'est vraiment des films extrêmement réels qui essayent de nous toucher sur des impacts sur la société qui sont réels, qui essayent de nous transmettre quelque chose pour qu'on ne reproduise pas ces erreurs. Est-ce que je me trompe? Exactement. Et tu vois, on parlait tu m'as demandé si ces réalisateurs m'ont aussi marqué. Moi, je te parlais de Marcel Carné, donc je n'ai pas regardé énormément non plus, mais j'en ai regardé un avec Jean Gabin qui s'appelle Le jour se lève. Et Le jour se lève, il est incroyable comme film. Tu vois, c'est une forte dispute qui éclate dans une maison. Et dans cette maison, il y a des bruits de lutte, il y a des cris, des coups, et en fait, il y a un homme qui a tiré sur un autre. Parce que là, ce dernier convoitait la belle Clara, et après, ça va. C'est une histoire d'un homme qui va affronter la police, et voilà, c'est ces genres de choses qu'on peut retrouver dans la vraie vie, des forcenés qui malencontreusement tuent quelqu'un pour une histoire à la con à la base. Ensuite se retrouvent face aux forces de l'ordre. C'est des drames, mais c'est des drames qui existent. C'est des drames qui ont pu exister et qui pourront toujours exister. Et effectivement, ça rejoint ce que tu dis. J'ai besoin. J'aime le cinéma dans sa globalité, mais j'ai besoin, pour me transporter encore plus, d'être face à un film qui va raconter des histoires qui peuvent se passer, des histoires qu'on raconte pas tous les jours, des histoires de la vie De tous les jours. des concitoyens, de la vie de tous les jours, tout simplement, et aussi des histoires réelles, inspirées de faits réels ou tout simplement basées sur un fait historique. C'est ce genre de choses qui me permettent de me cultiver, en fait. Moi, le cinéma, avant tout, on dit qu'il doit divertir, mais moi, il me cultive avant de me divertir. En fait, la culture me divertit. Donc, Ah, si la je culture me te divertit, cultive voilà. Bah, tu vois, tu me réponds à cette question, ce que je voulais te poser justement. Est-ce que tu regardes ces films au détriment du divertissement? Mais tu m'as répondu à cette question. En fait, pour toi, la culture, de manière générale, c'est ton moyen d'être diverti. C'est exactement ça, et au-delà de là, ça me pousse à des réflexions. Moi, c'est-à-dire un film, il y a des films, certains films, je vais pas les citer parce qu'on n'est pas là pour épingler des films, mais il y a des films où je vais aller les regarder. Moi, je suis libre de. On est libre de donner ses avis, donc moi, Ouais, très bien. on peut Eh ben, parler de films, hein, bien sûr. tu vois, les films de super-héros, les films très américanisés, où les Américains sont les plus forts, enfin bref, j'aime les films de super-héros. Ah, j'ai eu peur, j'ai failli avoir une syncope. Marvel, j'aime, mais Marvel va simplement me divertir. Marvel va pas me cultiver. Ah, tu vois, c'est intéressant parce que tu vois, un de mes films préférés, mon film préféré, c'est Spider-Man 2. Je peux te dire que en termes de quelque chose qui m'a cultivé, qui m'a appris pas mal de notions fondamentales dans une vie, il m'a appris énormément de choses à moi, à mon être, que je n'oublierai pas. Malheureusement, il y en a que trop peu qui ont fait ça. C'est peut-être même le seul de mémoire en tant que film de super-héros à nous donner de vraies valeurs qui sont vraiment importantes dans une vie, en tout cas. Voilà. Donc oui, la grande majorité des films de super-héros, et ça je suis entièrement d'accord, sont des films de divertissement. Et je pense qu'aussi que le cinéma doit aussi être ouvert dans cette part de divertissement. Hein. Il faut que ça soit ça. Le cinéma doit s'adresser au plus grand monde. C'est un art. Ah, mais complètement, c'est important. L'art est de toute façon quelque chose qui doit s'adresser au plus grand monde. Il y a des choses qui plairont à certaines personnes, d'autres moins. Mais on peut trouver des choses similaires dans des œuvres qu'on pense pas qu'elles sont similaires. Complètement. Et puis, tu vois, tu parles de l'art, que ça doit être ouvert à tout le monde. L'art est subjectif. L'art, le regard, on n'a pas tous le même regard sur ce qu'on voit. Et heureusement.
Sinon, qu'est-ce que ça serait triste? On serait tous des robots, ça serait très triste. Pour moi, j'ai une réponse toute faite sur l'art de manière générale. L'art se base sur des émotions et les émotions, c'est la chose la plus subjective au monde, Exactement. puisque c'est quelque chose qui n'est absolument pas raisonnable. Donc, on C'est peut et pas. ça rejoint plein de fondamentaux Mhm, qui me fondent moi, c'est-à-dire que l'art est subjectif, le temps est relatif, on n'avance pas tous au même rythme, et l'art aussi, l'art avance avec son temps, mais le temps, comme je te disais, est relatif, c'est-à-dire que on peut pas critiquer quelqu'un parce qu'il aime une œuvre, et parce qu'il aime un artiste en particulier, on peut pas savoir l'émotion que ça lui porte. Et ça rejoint un petit peu ce que je fais aussi dans mon métier, c'est-à-dire qu'on dit que la douleur est différente chez tout le monde, et ça me fait penser à ce qu'une petite dame me disait dernièrement. Elle me disait, je lui demandais à combien était sa douleur, et elle me dit, ah bah je pense qu'elle a à 7. Je lui ai répondu, madame, votre douleur elle vous appartient, donc en fait elle est unique, elle est à vous, elle sera différente pour les autres. mhm. Et l'art, c'est pareil. L'art est différent, la perception de l'art est différente chez tout le monde. Et c'est pour ça que je suis très heureux de voir cet Insta Ciné FR, parce que je voulais en venir, exister. Parce que on n'aura pas tous et toutes la même vision d'un film. Et par contre, on peut la partager. Et, Mhm. et, et j'espère que ça continuera comme ça. Parce que on ne peut pas se battre avec quelqu'un simplement parce qu'il pense que tel film est meilleur que tel. C'est Non, c'est la vision de chacun. c'est exactement ça. Et, Et je te coupe un petit peu, mais c'est aussi le but de ce podcast. C'est que, en créant ce podcast, moi, je veux donner la parole au plus grand monde des personnes de l'Insta Cinéphère, parce que moi, il y a quelque chose qui me. Déjà, cette question primaire de pourquoi tel ou tel film est votre film préféré, sans pour autant être dans le jugement. Moi, je veux comprendre quelles raisons, pourquoi c'est ton film préféré, dans le sens où j'adore comprendre quelles émotions sont apportées dans ce film, même si moi, ça m'a pas transporté, tu vois. Ciao Pantin, tu vois, c'est un exemple parfait où, comme tu le dis, c'est pas un film qui m'a diverti. Du coup, c'est un film aussi qui va pas non plus être dans mes films préférés. Mais il y a quelque chose de très vrai là-dedans qui me fait comprendre. Et quand tu me parles, tu vois, quand tu m'expliques tout ça, je comprends encore mieux le film. Parce que le fait de donner la parole, de comprendre, de laisser la parole aux gens sur pourquoi tel ou tel film est son film préféré, c'est aussi une manière pour moi de comprendre mieux un film, en quelque sorte, en ayant d'autres opinions. Et je suis tellement curieux de la diversité, de manière générale, d'opinions. J'adore ça. C'est quelque chose qui vraiment m'attire. Et quand quelqu'un me donne un tel ou un tel film, et que moi je suis en mode oh merde, je l'ai pas vu, faudrait que je le regarde, etc., ça me fait déjà plaisir. Et après d'avoir mon propre opinion, cette opinion peut être au sens contraire de la personne, mais je vais pas être en mode oh putain, il a ça comme film préféré, c'est vraiment de la merde. Non. Alors, je peux l'avoir pendant les 2-3 premières secondes, c'est quelque chose d'inné chez les gens, c'est comme ça, mais j'essaye par la suite de comprendre pourquoi, en fait. Il doit y avoir quelque chose, en fait, que d'autres personnes n'arrivent pas à ressentir. Et c'est ça qui est beau, c'est d'essayer de comprendre, en fait, l'émotivité que peuvent avoir les gens, lire quelque chose qui n'est pas du tout raisonnable, en fait. Quelque chose qui nous surprend de tous les jours, en fait, et de se dire mais pourquoi en fait ça c'est ton œuvre, en fait, pourquoi ça c'est ton œuvre, et comprendre en fait que des fois bah c'est juste une expérience individuelle de quelqu'un qui peut être complètement différente d'une autre personne, et que quand tu comprends ce caractère-là, quelque chose qui se débloque et que tu peux comprendre pourquoi. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est de pouvoir partager au plus grand monde ce genre de choses, et que l'art en fait est tellement quelque chose qui est unique à chacun, que moi c'est quelque chose que j'aime énormément, d'essayer de comprendre en fait la vision de l'art que peuvent avoir les autres, en fait, et c'est ça que j'aime le plus. et franchement, moi, j'adore cette manière d'aborder les choses. Et tu vois, je te rejoins totalement sur ça. Je suis comme toi. Moi, j'ai besoin de discuter avec quelqu'un. J'ai besoin de lui faire découvrir des films qui m'en fassent découvrir, et qu'on puisse échanger derrière sur ça. Et on parlait de super-héros, parce que du coup, tu me disais que Spider-Man 2, voilà, toi, t'avais Oui, vraiment. complètement. Et ben, tu vois, je fais un lien entre super-héros et Chao Pantin, et le lien, tu vas me dire, mais il n'y a pas de lien. Pour moi, Chao Pantin, Coluche, Lambert est un héros de tous les jours. Ah oui, c'est un héros de tous les Voilà. jours, complètement. C'est un justicier à part entière, on peut le dire, hein, mais c'est un justicier de tous les jours, en quelque sorte. Il y a des phrases cultes dans ce film, tu vois. On parle on disait, j'en reviens parce que moi, c'est que je pars un peu dans tous les sens. On parlait de Coluche qui n'interprète pas ce rôle, il est le rôle. Bah, mais ouais, il y a des phrases cultes comme ça dans le film qui montrent que c'est très révélateur de l'épuisement émotionnel de Lambert, mais en fait, c'est l'épuisement
de Coluche face à ses propres fantômes. Et il y a une phrase dans le film où il dit « Moi, tu sais, les cimetières, j'en ai plein le dos. Alors tu prends ta guitare et tu te casses. » Et c'est un peu... je sais pas si ça pourrait être un peu un lien avec ce qu'il vivait. Peut-être C'est qu'il en avait Michel marre de la Colucci scène, il n'en qui parle. pouvait Hein. plus de Pour tout. moi, c'est Michel Colucci Ouais, qui parle. Et ouais, voilà, il dit « Je suis pas ton père, pas ton frère, pas ton pote, arrête de me coller. » C'est ce qu'il dit à... C'est ce qu'il dit aussi dans le film. il dit Il aussi dit... moi je suis déjà mort, pour moi je suis déjà mort. Il le dit aussi. Aussi par le fait que certaines de ces scènes ne sont pas scriptées. Par exemple, la baffe qu'il met à Richard Anconina est une réelle baffe. Oui. Il avait même plus, j'ai l'impression, à cœur à faire de l'acting. Vraiment, il était juste, c'était vraiment juste lui en fait dans ce film-là. Bah on le ressent complètement. Ah bah attends, ouais, c'est clair, hein. C'est clair, et puis je pourrais en parler pendant des heures, mais tourner en rond, mais il y en a une autre où il dit qu'il attend que ça de crever. Tant que ça de Et crever, celle-là elle m'a fait beaucoup de mal. Hein. Quand tu l'entends, ça fait très très mal. Hein. bah, ça fait très mal, et puis derrière, t'as ce moment où il est avec Agnès Soral dans son appartement, c'est le petit déjeuner, et il la regarde, il dit si t'en casses 4, ça va te faire une omelette. Et, là, et même dans la tristesse et dans ce côté où on voit qu'il y a une détresse à travers Coluche, Lambert, il arrive encore à être drôle. Ah, Par petites brides. Tu ris, mais tu ris un peu jaune quand même. Ah ouais, tu ris. Voir même, hein. Tu ris, mais tu te dis, bon, la situation s'y prête, mais en même temps, t'as cet arrière-goût un peu de mélancolie, quoi. Ouais, bah, tu parles de ça et c'est rire jaune. Il y a une réplique qui capture l'essence même de l'humour que Coluche pouvait avoir, mais qui, dedans, va pas te faire rire aux éclats. C'est l'échange qu'il a avec Ben Soussan. Il parle d'alcool. Et l'autre, il dit qu'il veut pas boire. Et lui, il répond, c'est ta religion qui te l'interdit. Quelle religion? Bah, les Arabes, ça boit pas d'alcool, non. Bah, Arabe, c'est pas une religion. Et Coluche répond, ah bon, je croyais. C'est vrai que c'est le Coluche des sketchs, hein. Ça c'était vraiment son humour à lui. On a vraiment... C'est peut-être la seule fois où on a cette bride-là du Coluche comique. Complètement. C'est un peu la seule lueur qu'on a un peu de lui. On sent qu'il l'a pas totalement perdu, tu vois, ça. Et puis ciao pantin, ça veut dire, en italien, ciao, ça veut dire bonjour et au revoir, et ça veut dire au revoir bonhomme, au revoir mec. Au revoir mec, oui. Ou salut mec, tout simplement. C'est juste le titre, il est révélateur de tout en fait. Il y a pas besoin de creuser plus loin. Salut mec. C'est très simple. Et justement, c'est la simplicité de ce film qu'on fait une complexité. La complexité de l'humain, de la détresse, des sentiments, de comment arriver à survivre à des drames dans sa vie. Et on trouve tous les moyens, les subterfuges pour y arriver. Lambert, c'est l'alcool. C'est travailler de nuit pour voir le moins de monde possible. Et quand tu croises une âme perdue, il croise une jeune âme perdue, ça va chambouler toute sa vie. Enfin, tout ce qui reste de sa vie. Parce qu'on voit déjà qu'il est déjà très meurtri déjà de base. Et c'est pas un homme qui veut forcément s'en sortir. C'est clair que voilà, c'est très bien résumé ça, c'est pas quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, mais qui, au final, à travers le film et par cette rencontre justement avec Ben Soussan, qui va un petit peu jouer sur, aussi à travers son propre fils, sans trop rentrer dans le spoiler, mais ouais. C'est quelque chose qui va le peiner et qui va vraiment jouer quelque chose qui va jouer un peu ce déclic chez lui et qui revient toujours, encore et toujours au Coluche réel en fait. Exactement, et puis il y a cette phrase encore, parce que j'aime bien les citations, où il parle à Ben Soussan et il lui dit « On a tous une histoire, la tienne c'est pas pire qu'une autre ». Et en fait c'est vraiment une tentative maladroite pour relativiser la souffrance de ce jeune dealer, Ben Soussan, tout en trahissant sa propre douleur à Coluche. On a tous une histoire, la tienne c'est pas pire qu'une autre. C'est en mode t'inquiète, il y a bien pire que toi. Et en fait, c'est juste pour se persuader lui-même que ce qu'il a vécu dans sa vie n'est pas si pire que ça, alors qu'au final, ça l'a détruit, quoi. Donc, voilà, tout ce film parle pour moi, en fait. C'est clair, en tout cas, de comment tu l'as présenté, comment à travers ta vie, etc., on sent vraiment qu'il y a un vrai truc, tu vois, avec il m'a marqué le cœur, il m'a marqué l'esprit, il m'a même marqué sur la peau, parce que je me suis fait tatouer le portrait de Coluche dans le Ciao Pantin, quand il a cette cigarette à la main, genre à la bouche. Je me suis fait tatouer j'ai un gros tatouage sur le cinéma, et dans ce tatouage, il y a le portrait de Coluche dans ce film, et voilà, c'est pour dire qu'il m'a marqué, mais moi, ce sera à vie, quoi. Voilà, il t'a marqué à vie, et c'est quand même quelque chose que seul l'art peut faire. Je dis bien l'art, parce que le cinéma est une partie de l'art, mais je sais que la musique, la peinture, le théâtre même, la littérature de manière générale, permet d'avoir ce genre de choses-là, où on va être marqué à vie par l'art.
ça capture des fragments de vie, ça éclaire les âmes brisées, les âmes joyeuses, ça, comme je disais au début, ça offre un miroir sur ce qu'on reconnaît, ça permet de contempler une certaine fascination. En fait, l'art, en fait, il est éducatif, il développe l'essence, il développe son ouverture à l'autre et son ouverture à soi-même aussi. En tout cas, moi, l'art m'a permis de m'apprendre moi-même, d'apprendre ce que j'aime, d'apprendre qui je suis, et il permet aussi de s'ouvrir à d'autres et de faire des rencontres. Et ce podcast à travers le projecteur, je pense qu'il en est l'exemple parfait, c'est une rencontre. Et l'art, c'est ce qui a permis, toi et moi, de nous rencontrer. Merci. Même si on ne s'est pas Oui. encore rencontrés en vrai. Non, on s'est pas encore rencontrés en vrai. Et j'espère que ça va pas trop tarder. Mais oui, c'est quelque chose qui, voilà, nous permet de nous réunir et de rencontrer voilà, des personnes qui partagent cette passion-là, nous, du cinéma en tout cas. Le fait d'en parler, etc., c'est quelque chose d'unique et qui est fantastique, en fait. Et que même à travers un film aussi dépressif que Ciao Pantin, j'en suis désolé, mais bon, il faut se mettre dans le mood après les fêtes. Je le rappelle, il y a toujours matière à dire des choses et c'est même très fascinant à quel point ce film a énormément de choses à dire alors qu'il ne parle que très peu. Ah, complètement. Bah, tu vois, incroyable ce que tu viens de dire. Et puis moi, j'encourage les gens vraiment à le regarder. Que vous soyez, parce que je vois de plus en plus de gens qui n'aiment pas le cinéma français. Ne le regardez pas comme un film français, même si c'est français, hein, mais regardez-le comme une ode à la vie, en fait, mais sombre et quelque chose qui peut changer le regard, en fait. Tout le monde connaît Coluche. Oui, tout le monde connaît Tout Coluche, le monde connaît ça c'est Coluche. sûr. Comme Tout le monde connaît Coluche au comme, Resto du Cœur, majoritairement. oui, voilà, mais je pense qu'aussi pas mal de gens le connaissent aussi en tant que comédien pour Mais- l'impact mais- qu'il a eu, etc. Et aussi parce qu'il a côtoyé d'autres géants de la comédie, notamment Louis de Funès. Donc je pense qu'il est quand même très très bien connu, Coluche, pour le coup. Ben, voilà, que j'encourage vraiment les gens à le voir, ce film. Et j'encourage même les chambériennes à me demander de potentiellement le diffuser dans une salle de cinéma. Ça serait vraiment mon objectif, de le faire voir à un plus large public. De le faire diffuser dans une salle pour un ciné flashback, par exemple. Et et surtout que moi, en fait, il y a un rêve j'ai plein de rêves liés au cinéma. Il y en a un, j'aurais tellement voulu être sur ce plateau de tournage et voir, en fait, pas Coluche jouer, mais vraiment Coluche être lui-même et de découvrir tout ça et en être juste un spectateur avec des yeux écarquillés, en fait. D'avoir des pépites dans les yeux et d'avoir c'est les mêmes sensations de brassage, de mal-être que j'ai ressenti en le regardant, que j'aurais pu vivre en réel. Et je pense que ça aurait décuplé mes sensations. Et si j'avais pu le vivre, ça aurait été incroyable. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas de machine à remonter le temps. Et c'est aussi pas plus mal parce que c'est important de découvrir certaines choses plus tard et de les apprécier tout autant. Le passé est le passé, nous ne pouvons jamais y revenir, mais le futur peut être toujours écrit. C'est ça qui est plus fascinant. Philosophe, tout gars. Ah, tout gars philosophe, hein, c'est bon, vous pouvez m'appeler comme ça maintenant. Je vais philosopher avec vous maintenant. Ce sera le prochain podcast. Philosopher avec tout gars, bien sûr. Non, mais pour être plus sérieux là-dessus, je pense que ce serait la fascination qu'on a avec Coluche, un peu une fascination un peu aussi malsaine en quelque sorte, de voir quelqu'un aussi mal, mais aussi de se dire qu'on aurait aimé le regarder de cette façon-là, être un peu dépressif. Je trouve quand même que ça, c'est un peu malsain dans la forme. C'est tellement malsain que c'est aussi fascinant, quoi. Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer, mais... Ah bah, franchement, pour être plus unique que ça, pour moi, Coluche, personne ne pourra il est hors de question, et j'espère que le monde du cinéma m'entend. Il est hors de question que quelqu'un essaie de reproduire ce film et d'en faire un remake, parce que là... Oula, s'il te plaît, ne faut pas en parler comme ça dans le podcast, parce que imagine s'il y a des gens, des producteurs, etc., qui écouteraient, qui se disent « Ah, mais attends, mais c'est une bonne idée, ça, on va en faire. » Faut pas trop leur donner l'idée, mais oui, c'est clair que c'est pas un film qu'on aimerait... Pour moi, il est trop associé à Coluche pour qu'on puisse le Ah bah refaire. oui, mais tu peux pas... Parce qu'il y en a des Coluches de nos jours, hein, des mecs qui ont cet humour à s'en prendre à tout le monde. Moi, je pense à Alban Ivanov, mais Alban Ivanov ne sera jamais Coluche, par exemple. Donc, non, il y a des films comme ça. Quand c'est humoristique, tu peux, mais quand c'est trop joué par quelqu'un qui en fait reproduit juste sa propre vie et qui au final et sur un plateau de tournage a juste comme si c'était une simple journée de sa vie de base, je suis pas, non, il faut pas, tu peux pas.
ça peut pas être reproduit par quelqu'un, c'est impossible. Eh ben, sur ces belles paroles, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas si tu as d'autres points qu'on voudrait évoquer, des anecdotes peut-être que tu aurais gardées sous le coude. Bah écoute, non, je pense que je laisse aux gens le plaisir de découvrir Ciao Pantin, ou de redécouvrir pour ceux qui auraient envie de le revoir. Regardez-le, découvrez-le. Moi, je l'ai découvert parce que grâce au clap, je l'avais jamais vu avant. Et c'est vrai que c'est une expérience assez unique dans ma manière de voir les choses. C'est clair que c'est un film qui est assez unique dans sa façon d'être. Il a quand même certains défauts, mais bon, les défauts, ça arrive à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Mais je voulais pas trop parler de ça, de ces défauts-là, parce que je voulais vraiment me concentrer vraiment sur qu'est-ce qui fait que Ciao Pantin est assez unique au final. Quand on y pense, comme film français, il est assez unique. C'est pour ça qu'il marche autant en fait. Et qui est fascinant, et que ça fait plus d'1 heure qu'on parle de ce film. Il apporte vraiment beaucoup de choses et nous montre aussi énormément de choses. C'est assez fascinant. Donc voilà. C'est pour ça que je ne parlerai pas des défauts qu'il peut y avoir, 2-3 petits tournures de scénario qu'il n'y aurait pas, mais bon, ça c'est vraiment du chipotage que je me garderai de le dire. Voilà. On en parlera en privé si tu veux. Y a pas de Oui, souci. voilà, je pense qu'on en parlera en privé, mais c'est vraiment des choses assez mineures en vrai qui n'avaient pas la place dans le podcast, parce que vraiment là, c'est vraiment quelque chose où je vous donne envie d'aller voir le film, parce qu'il est vraiment excellent. Il est vraiment très Voilà, très et bien. et puis comparé à mon compère de la Love My Corp, moi je parle d'un film qui parle de la vie humaine, je parle pas d'un film robotique. Voilà. Voilà. Est-ce que en réalité la personne la plus humaine c'est le clap? Oui, à 100%. Ce qui a eu le meilleur film de la Love My Corp, c'est le clap. Je pense que c'est KO définitif. Love, il va falloir te remettre en question avec ton Real Steel et ton Sean Levy là. Voilà quoi. Non, ok. Ce qui blague à part, qui était un très bon film aussi. Hein. Très Je bon crache film. dessus, Très, mais très bon film. J'espère que t'es pas payé par lui quand même pour dire ça. non, 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 franchement, justement, non, vu qu'on parle de Coluche et des Oui. revendications syndicales et des droits humains, c'est inacceptable que je sois employé à faire des vidéos et que j'en tire aucun bénéfice. Non, je rigole, je déconne. Ah, je crois que les choses Je- ont été très claires et ont été dites. Moi, tout est enregistré. Je pense qu'un syndicat va bientôt surgir dans la Love My Corp. C'est moi qui vous le dis. Soyez-en témoins et surtout restez à la page, parce que je sens que ça va bien se profiler. Peut-être le downfall de Love My Cinema. J'attends ça avec impatience. Mais bon. Non, en tout cas, il y a beaucoup de projets qui vont arriver cette année. Moi, de mon côté, je veux continuer les interviews d'acteurs, d'actrices. Je suis sur l'écriture de mon premier scénario Oh! Ah! de court-métrage. Oh là 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 là. Euh, Eh, ça c'est attention. Là on est quand même sur des choses très sérieuses. Court métrage. Donc tu l'écris, mais est-ce que tu vas le réaliser aussi derrière? J'aimerais bien le réaliser. J'aimerais bien le réaliser avec peu de moyens pour que ça soit juste le fait d'avoir réussi son propre kiff et pas simplement de dire, comme toute personne qui aime le cinéma, je dis un jour j'aimerais faire ci, un jour j'aimerais faire ça. Non, moi, je vais essayer j'essaierai en tout cas de raconter une histoire qui peut toucher plein de gens, et ça parle d'amour. Voilà, ça parle d'amour. Ça Ah! parle ça parle de chemin de personnes qui prennent une route différente, mais qui vont peut-être un jour se retrouver, on ne sait pas. Voilà. Oh, ça c'est C'est ça a très l'air. bateau, hein. C'est très bateau. Est-ce que ce sera un peu dans le même registre un petit peu, ou en tout cas dans le même univers qu'un Ciao Pantin par exemple, où c'est assez réel dans la façon de C'est faire? très intéressant. Ça pourrait être très intéressant de creuser plus loin. Est-ce que tu veux t'inspirer de ça, ou est-ce que tu veux te démarquer et avoir ton style que tu voulais? Bah écoute, tu sais, moi je vais avoir mon propre style, mais après par contre s'inspirer de choses qui m'ont marqué, oui. Et pourquoi pas rajouter un côté dramatique, oui, c'est très intéressant, en sachant que le titre je l'ai déjà. Ah, est-ce que tu vas nous le dire là en exclusivité, ou tu nous le gardes la surprise quand même? Je peux le dire en exclusivité, peut-être que dans la foulée de l'écoute de l'épisode, j'en ferai un post où je commencerai à parler du projet, ça peut être l'idée. J'ai déjà écrit environ 8-9 scènes quand même, donc pour l'instant c'est que le pitch, mais l'histoire le titre ça serait Jusqu'à que ça dure. Jusqu'à que ça dure. Jusqu'à ce que Donc ça dure. Et oui. jusqu'à ce que ça Oh. dure, j'ai déjà même la musique de la bande originale, je l'ai déjà. T'as ton hein, compositeur déjà? Bah, bravo. alors, est-ce que après j'aurai les droits avec la SACEM, c'est une autre chose. Ah! Mais Ça, je ne sais pas, c'est ton projet.
Mais la musique, ça serait la musique qui s'appelle Something Greater et du groupe Parcells, un groupe australien qui a été produit par les Daft Punk pour leur premier album et qui ont ce style un peu de mi-Beatles, mi-Bee Gees, très électronique Là, à la Daft Punk. là, tu me fais très plaisir parce que bon, Daft Punk, voilà, moi, j'idolâtre un peu, mais ça fait toujours très plaisir. Et c'est vrai que j'en ai entendu parler aussi de ce groupe-là, mais il fallait que j'écoute. Donc voilà, va falloir que j'écoute plus sérieusement après ce podcast. Et ben voilà, super. Donc voilà, donc c'est voilà, j'en parlais il y a pas longtemps quand j'en parlais il y a quelques semaines en arrière, mais j'aimerais écrire un livre qui rassemblerait beaucoup de gens du milieu du cinéma pour parler de qu'est-ce que le cinéma pour vous et pour nous, pour vous. Bon, le podcast va continuer, le mien, le Clap dans les Alpes. J'espère que je souhaite, plus en cette bonne année, je souhaite aussi une longue vie au tien. Ah, merci. Mais ça fait plaisir. Et c'est vrai que aussi, longue vie à ton podcast, le Clap dans les Alpes. Voilà, c'est un peu mon confrère aussi, il faut bien le dire, où tu es dans cette période où tu nous parles de tous les studios d'animation. Donc il y a Disney, il y aura Pixar, etc. Donc n'hésitez pas. Moi, je fais partie de l'épisode Disney. Voilà, si vous voulez me voir, allez voir l'épisode du Clap dans les Alpes sur Disney. Voilà, et puis si pour le Clap dans les Alpes va prendre une autre tournure aussi, je voudrais sortir des hors-séries, et dans ces hors-séries, je voudrais recevoir des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma et qui viendraient parler de leur métier. Voilà, de nous expliquer leur travail, et je voudrais aussi recevoir un peu de tout. J'aimerais beaucoup recevoir un médium qui s'appelle Charlie, qui a été dernièrement dans l'émission Loup-Garou sur Canal+. Et je voudrais qu'il me parle en tant que médium de sa vision du cinéma. Et je pense que ça serait ça risque d'être très intéressant. J'aime bien le principe. Donc voilà, n'hésitez pas. Déjà, allez sur sa page Instagram, Le Clap Savoyard. Et bien sûr, écoutez-moi son podcast, Le Clap dans les Alpes. Moi, je remercie Cinituga et son podcast à travers le projecteur. J'encourage les personnes à l'écouter, vraiment, parce que ça permet de découvrir des films, ça permet de découvrir un peu plus les personnes. Et on a un animateur, un hôte, qui est incroyable. Oh, merci. Ouais. Ça fait très plaisir. Ça me touche même un petit peu de ce que tu me dis, et ça fait très plaisir. Mais en tout cas, ce que je veux dire, et c'est pour sûr, l'Insta Ciné FR va passer aux grilles, et quasiment tout le monde va passer aux grilles dans mon podcast. Ça, c'est sûr que je ne l'arrêterai pas. Ça, c'est une certitude. L'Insta Ciné a de beaux jours et ton podcast a de beaux jours devant soi. Voilà, c'est super. Voilà, exactement. L'Insta Ciné FR a de beaux jours également devant, parce que je sens que là, ça va être très bien. On a parlé avec Soupir il y a quelques semaines de cela, l'un des porte-étendards de l'Insta Ciné FR. Il y a plusieurs mois maintenant avec aussi Ivo de Culture, donc ça fait très plaisir de parler avec eux, et surtout de pouvoir parler encore plus de l'Insta Ciné FR. N'oubliez jamais, si vous voulez voir du contenu de qualité sur Instagram et en rapport avec le cinéma, hashtag Insta Ciné FR, vous trouverez votre compte qui vous plaira énormément, puisque de toute façon il y a énormément de comptes qualitatifs, dont le tien, bien sûr, que tu fais des reels excellents sur des critiques de films. Je fais de mon côté aussi des critiques sans vidéo, bien sûr, toujours avec ma belle voix. Vous n'entendrez encore plus de ma voix, voilà, si vous voulez encore plus m'entendre parler de films, d'actualité, etc. Voilà, je mettrai ta voix pour dormir. Ça, pour m'endormir, ta douce voix pour m'endormir. C'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai une voix hypnotique, hein, une voix qui apaise, une voix qui est douce. Et pour me réveiller, je me mettrai la voix de Love, comme ça me donnera encore moins envie de me lever, tu vois. Oui, c'est vrai que Love est un peu irritant, on va dire. Voilà, pour être gentil. Voilà, on peut le dire, hein, Love. Bon, on t'embrasse quand même, mais bon, voilà. Hein. Ouais, attends, on peut se permettre de clasher. Il te clash à chaque fois qu'on est ensemble. Moi, maintenant, je prends un vilain et un malin plaisir à toujours mettre mon petit grain de sel sur Love My Cinema dans mon podcast. On dirait presque mon invité fantôme. On parle toujours un peu de lui. Il est toujours dans le coin. Parce qu'on n'oublie jamais Love, hein, voilà. Même si son nom... on n'oublie jamais l'amour, en fait. On n'oublie jamais l'amour. Même si, bon, l'amour, là, on le tabasse un petit peu, je trouve, à force de le frapper énormément. Mais bon, ça lui va droit au cœur. Donc, est-ce qu'au final, ce n'est pas
de l'amour. C'est ça. Je m'arrête sur cette belle parole. Pas de jeu aujourd'hui, non, pas de jeu, je pense qu'on a assez dit, parce que voilà, je pense aussi que c'est un film qui ne se prête pas trop à des jeux et qui a pas trop de choses à dire. On a beaucoup parlé du film, donc au final, je n'ai pas trop de choses à rajouter. Petite question avant de se quitter, bien sûr. As-tu des produits dérivés en rapport avec Ciao Pantin, peut-être des choses en rapport avec ce film? Alors, bon, j'ai le tatouage, comme je disais, qui ça était quelque chose d'unique. J'ai le DVD collector de Ciao Pantin, j'ai une petite affiche de Ciao Pantin, et après, j'ai le portrait de Coluche dans un tableau qui a été fait par mon grand frère de cœur, qui s'appelle Michael, et qui m'avait fait ce joli cadeau en me dessinant un portrait de Coluche. Donc tout ça est dans mon décor, et on peut parfois, si je fais des zooms ou que je montre, on peut l'apercevoir dans mes vidéos. Et ben voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble ce tableau, et ben le Clap Savoyard sur Instagram, vous le verrez. Vous saurez d'où, comment il est ce tableau. Et c'est vrai que je me posais cette question de ce tableau de Coluche. C'est vrai qu'on le voit de temps en temps. Mais il est très beau, en tout cas, il est très bien réalisé, donc c'est assez cool. Donc voilà, merci beaucoup, le Clap Savoyard, de t'être prêté au jeu. À travers le projecteur, ce fut un immense plaisir. On a beaucoup parlé de Ciao Pantin, qui mérite d'être parlé pour toutes les raisons qu'on a évoquées durant ce podcast. Et je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'est une expérience assez unique. Voilà. Parce que Merci à toi. Voilà, beaucoup de gens se plaignent un peu du cinéma français, comment il est, etc. Mais je pense que ce film pourrait redonner un peu de l'amour au cinéma français, notamment grâce à ce film en tout cas. Mais préparez les mouchoirs. C'est si bien dit. Préparez les mouchoirs, non pas que pour la maladie de début de janvier, mais aussi pour ce film qui est d'une tristesse assez folle. Donc voilà, elle va vous accompagner dans votre blues du mois de janvier. Je suis un sadique. Voilà, je prolonge un petit peu le blues de janvier. Mais bon, voilà. Et on vous souhaite encore plus une bonne année avec ces doux mots, tu vois. Voilà, exactement. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même une bonne année. Meilleurs vœux. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et que bien sûr, plein d'autres projets puissent venir à l'avenir. Voilà, j'ai pas mal de choses qui arrivent, etc. Mais je vous en parlerai au moment venu. En tout cas, vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Cinétouga, bien sûr. Vous voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des critiques audio, bien sûr. Vous pourrez encore écouter ma voix. Et bien sûr, n'hésitez pas à noter ce podcast, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Voilà, ça aide aussi à rendre le podcast un peu plus visible qu'il n'était avant. Donc, je vous remercierai de le noter, de donner votre impression. Toute critique est bonne à prendre, de savoir quelle chose voudrait être améliorée, et aussi me donner certaines raisons ou certaines choses que vous aimeriez voir dans le podcast. Donc, je suis preneur de beaucoup d'idées pour le podcast à l'avenir, et ça m'encourage aussi à améliorer le podcast, parce que je sais que le podcast peut être grandement amélioré, mais c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir. En tout cas, voilà, comme je le répète, bien sûr, le Clap Savoyard sur Instagram, bien sûr, et le Clap dans les Alpes sur les plateformes de streaming, notamment Spotify, YouTube, Deezer, notamment. Voilà, j'ai tout dit à peu près. SoundCloud, Amazon Music, etc., etc. Et voilà, parfait, à la bonne heure. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.